Bonjour et bienvenue. On a tous connu, je crois, ce sentiment d'être au pied du mur, quand les options se réduisent comme peau de chagrin. Oui, ce moment où on se sent vraiment acculé. C'est exactement ça qu'on explore aujourd'hui à travers un texte assez fort de Christian Lissangola. Ça s'appelle L'esprit de Madrid, quand la vie vous met au pied du mur. Mhm. Il y raconte une période vraiment noire pour lui, des pressions, son agence de développement logiciel qui coule à cause de la crise, des investissements qui foirent, le tableau complet, quoi. L'impasse. Voilà. Et ce qui est fascinant, et c'est là-dessus qu'on va se pencher, c'est comment un truc a priori banal, un match de foot, va tout changer pour lui. Exactement. Notre idée, c'est de décortiquer un peu cette histoire pour comprendre ce qu'il nomme l'esprit de Madrid. C'est une sorte de philosophie de résilience née du foot, mais qui peut s'appliquer bien au-delà en fait. On va essayer de voir comment des principes tirés de matchs sous haute pression peuvent devenir une vraie stratégie pour rebondir face à l'adversité. C'est ça. Alors pour commencer, il faut imaginer le contexte. Lui, l'auteur, il est au fond du trou. Moralement, professionnellement, tout va mal. Et il regarde un match de Ligue des Champions, mais sans grande conviction, j'imagine, Real Madrid contre Bayern Munich. Voilà. Et le Real est mené, ils sont dominés, on sent que l'élimination est proche. C'est assez morose, même les commentateurs y croient plus trop. Le scénario classique de la défaite qui se dessine. Tout à fait. Et là, bam, coup de théâtre. En à peine 3 minutes, juste à la fin, 88e minute et puis temps additionnel, il y a un joueur, José Lou, qui met 2 buts. D'affilée, Incroyable, le Real renverse tout. l'improbable total. Et ce qui marque vraiment le peur, c'est pas tant le score final, c'est une image après le match. Ah oui, l'image d'Ancelotti. Exactement. Carlo Ancelotti, l'entraîneur qu'on connaît pour son calme, presque légendaire, non? Oui, toujours très mesuré. Et là, il est au milieu des joueurs, en pleine célébration, et il chante Madrid, 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 avec une passion, une ferveur incroyable. Et l'auteur, il perçoit ça comment? Pas juste de la joie? Non, il dit que c'est plus que ça. C'est comme un cri de foi, l'affirmation pure et dure que rien n'est jamais joué tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin. Absolument. C'est cette espèce de décharge d'émotions brutes, cette conviction viscérale chez Ancelotti qui fait tilt chez l'auteur. Ça dépasse le foot, là. C'est un symbole fort, c'est la matérialisation de cette idée. Même quand tout semble foutu, la volonté, la foi, ça peut renverser la situation. Et ce moment, il cristallise un premier aspect de cet esprit de Madrid, la force de la conviction face au désespoir. Une force purement psychologique, en fait. Et cette image forte, elle lui rappelle d'autres moments du Real Madrid, n'est-ce pas? Il fait un lien avec la saison 2021-2022. Exactement, ça lui remet en mémoire cette saison incroyable, pleine de remontadas, comme on dit, des retournements de situations spectaculaires. Il pense notamment à Karim Benzema. Oui, qui cette saison-là était un peu l'incarnation de cette résilience. Lui-même avait traversé des épreuves perso, et sur le terrain, il était ce symbole de celui qui lâche jamais rien. Les matchs contre Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, des scénarios dingues. Ah oui, des matchs où le Real semblait chaos, mené de plusieurs buts parfois, et qui finissait par l'emporter dans les dernières minutes. C'était... c'était fou. Et l'analyse qu'il en fait est intéressante. Il dit que c'était pas toujours une question de supériorité technique évidente. Non, c'est ça qui est pertinent. Il pointe une sorte de stratégie psychologique, presque instinctive, quand ils étaient acculés, dos au mur. Au lieu de subir, Au lieu de subir ou de juste limiter les dégâts, ben non, il semblait redoubler d'intensité. Il multipliait les attaques, il harcelait l'adversaire, il mettait une pression constante, étouffante. et ça finissait par faire craquer l'adversaire. Des fautes bêtes, de nervosité. C'est cette pression continue qui finissait par payer. C'est un peu contre-intuitif quand même. Normalement, quand ça va mal, on a tendance à se recroqueviller, à défendre son but. Eux, ils faisaient l'inverse. Ils attaquaient encore plus fort. C'est ça, le cœur de l'observation. Et c'est là que ça devient intéressant pour sa propre situation. Quand, objectivement, t'as plus grand-chose à perdre, mettre une pression offensive maximale, ça a un double effet. Ah oui? Lequel? Premièrement, mathématiquement, tu augmentes tes chances de créer une opportunité, un but, une erreur adverse. Et deuxièmement, tu forces l'adversaire à gérer non seulement son avance, mais aussi ton acharnement. Ça peut devenir super déstabilisant pour lui. D'accord. C'est là qu'on voit un deuxième principe émerger. euh, Transformer la faiblesse apparente en... En stratégie de harcèlement. Exactement. Un harcèlement psychologique et physique. Et cette idée, elle commence à faire son chemin chez l'auteur, qui, on le rappelle, vit un moment où ils se sont complètement... Acculé, oui.
Au point que, et c'est un détail qu'il partage, qui est assez savoureux lui, qui est un supporter historique du Barça, le rival de toujours, Ah oui. il se surprend à fredonner l'hymne du Real, à la Madridina Damas, et il va même jusqu'à en faire sa sonnerie de téléphone. Non, ça c'est fort. C'est plus qu'anecdotique, ça marque vraiment un basculement intérieur, carrément. Ça traduit une remise en question profonde. Il commence à se demander, attends, est-ce que moi, dans ma propre finale contre l'échec, est-ce que j'ai vraiment appliqué cette mentalité-là? La réponse était non, j'imagine. Clairement non. L'introspection est assez douloureuse, il le dit. Il réalise qu'il n'a pas du tout appliqué cette pression offensive. Face à la crise de sa boîte, il s'est plutôt réfugié dans ce qu'il savait faire, dans sa routine. En espérant limiter la casse, sans doute? Voilà, limiter les pertes, mais sans vraiment tenter de renverser la vapeur avec des actions audacieuses, des trucs nouveaux. Il était resté en mode défensif, en fait. Donc le déclic du match, l'image d'Ancelotti, tout ça, ça le pousse à... À envisager les choses autrement, radicalement. Il prend une décision, il faut sortir de sa zone de confort. Puisqu'il n'a plus rien à perdre, autant explorer des pistes complètement nouvelles. Comme quoi, par exemple? Il commence à se former dans des domaines qu'il n'avait jamais exploités professionnellement. Il mentionne la communication orale, un truc où il se savait bon, mais qu'il n'avait jamais monétisé. Il décide d'adopter consciemment la stratégie du Real. Multiplier les tentatives, même les plus improbables. Accepter que beaucoup vont échouer, mais jouer sur le nombre pour augmenter statistiquement les chances de tomber sur la bonne opportunité. C'est un sacré changement de perspective par rapport à la prudence habituelle en affaires, surtout en crise. C'est un passage d'une mentalité de « je sauve les meubles » à une mentalité d'expansion même, et surtout quand tout va mal. Passer d'une posture où tu subis à une posture où tu essayes activement de façonner les événements, même avec peu de moyens. C'est là qu'intervient l'histoire du proof of concept, c'est ça, hein, l'exemple concret. Exactement. Il est financièrement aux abois, vraiment. Et là, un ancien contact le rappelle. Un de ses gros clients a un pépin technique assez complexe en développement logiciel avancé, Un domaine qu'il connaît, mais qu'il n'a pas pratiqué sérieusement depuis presque 2 ans. Normalement, la prudence voudrait qu'il refuse ou qu'il demande un gros acompte, vu sa situation. Mais là, l'esprit de Madrid refait surface, pile à ce moment-là. Le souvenir d'Ancelotti qui chante, la philosophie des remontadas. Il se dit, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Franchement, rien. Alors pourquoi pas tenter le tout pour le tout? Pourquoi je développerais pas une preuve de concept, un POC, une démo qui marche, même si j'ai aucune garantie d'être payé? C'est un pari énorme quand même. Investir du temps, de l'énergie, alors qu'il est déjà en difficulté. Oui, c'est là où la métaphore sportive atteint peut-être une limite. Comme tu le suggérais, au foot, tu risques la défaite. Là, il risque d'aggraver sa situation en bossant pour rien. Et c'est ce qui rend sa décision si forte, finalement. Tout à fait. Il choisit d'ignorer ce risque calculé pour appliquer la philosophie à fond. Agir avec l'intensité de celui qui joue sa dernière carte. Il passe plusieurs nuits blanches, il se remet à niveau techniquement, il bosse comme un fou. Et il ne fait pas juste une égauche, il développe une vraie solution, aboutie, innovante, avec une interface soignée. Bref, il donne tout, sans rien attendre en retour au départ. Et le résultat, Vu Contact est complètement bluffé, ils organisent une démo avec le client final, un grand groupe. est là, miracle. La solution qu'il a développée répond parfaitement à leurs problèmes opérationnels. Ah ouais. Et à la fin de la démo, sans même qu'il ait eu à parler d'argent, le chef de projet lui dit juste « Bon, envoyez-moi votre facture. La surprise totale. Et- Il est sidéré. Il n'avait même pas envisagé ce scénario-là. S'ensuivent des négos pour une version complète, un contrat. Bref, ça le remet à flot. » Incroyable. Comme quoi l'audace, parfois, au-delà du contrat, la leçon qu'il en tire est profonde. Les plus belles réussites naissent parfois d'un engagement total, d'une quête d'excellence pour l'excellence, sans être obsédé par le résultat immédiat. C'est l'intensité de l'effort qu'il a fourni sans filet qui a créé une valeur énorme aux yeux du client. Et il fait un lien avec son passé, c'est ça. Il réalise que cette mentalité, il l'avait déjà eue, plus jeune. Oui, ça lui revient. Une période après le lycée. Ses parents avaient des difficultés financières, pas possible d'aller à l'université. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée une petite plaquette, un flyer, où il propose des services de dépannage informatique. Sauf qu'il ne maîtrise pas encore tout ce qu'il propose. Attends, il propose des trucs qu'il sait pas faire. C'est osé. C'était sa stratégie. Et elle était déjà imprégnée de cet esprit. Dès qu'un client lui demandait un service qu'il ne connaissait pas, hop, il trouvait un expert, il le payait pour faire le boulot avec lui. Ah, d'accord. Et il en profitait pour apprendre la technique. Comme ça, la fois d'après, il était autonome. C'était une forme d'apprentissage hyper accéléré, dictée par la nécessité. Transformer le manque de compétences en moteur pour l'acquérir. Malin.
et proactif. Rétrospectivement, il se dit « Mais oui, c'était déjà ça l'esprit de Madrid, transformer la contrainte en opportunité ». D'accord. Alors, si on essaie de résumer cette philosophie, quels seraient les principes clés applicables au-delà du foot ou de l'informatique, tenir une activité créatrice, multiplier les initiatives, même et surtout quand ça va mal, comme le Real qui continue d'attaquer. Ça augmente les chances de trouver une faille et ça déstabilise l'adversité, quelle qu'elle soit. Exactement. Que ce soit un concurrent, un problème personnel, une crise. Le deuxième pilier, c'est lié à cette idée du « rien à perdre ». La transformation de la contrainte en énergie agile. C'est ça. Accepter la situation extrême, le fait d'être dos au mur, ça peut paradoxalement libérer une énergie et une créativité énormes. Quand tu cesses de vouloir préserver à tout prix ce qui est déjà mal en point, tu deviens libre d'oser, d'innover, de tenter des trucs complètement différents. L'absence de filet de sécurité devient un moteur en quelque sorte. Voilà. Et le troisième aspect, La découverte des talents cachés sous pression. précisément, l'adversité, quand tu l'affrontes activement, en sortant de ta zone de confort, eh bien ça te force à aller chercher des ressources en toi que tu ne soupçonnais même pas. C'est souvent dans ces moments critiques qu'on révèle notre vrai potentiel, qu'on développe de nouvelles compétences ou qu'on active des traits de caractère qui étaient en sommeil. C'est intéressant de voir comment ces principes, nés d'une observation très spécifique, peuvent avoir une portée aussi universelle. Il dit même que le Barça, son équipe de cœur, semble parfois adopter une approche similaire aujourd'hui. Oui, il fait cette remarque. Il note que face à certaines faiblesses défensives, par exemple, l'équipe actuelle du Barça mise énormément sur l'exploitation à fond de ses points forts offensifs pour compenser, même quand elle est menée. Ce qui renforce cette idée plus large. Oui, qu'il est souvent plus efficace de maximiser ses forces, de jouer à fond sur ses atouts, plutôt que de passer son temps à essayer de corriger toutes ses faiblesses, surtout quand les ressources sont limitées. Mettre toute l'intensité sur ce qu'on fait de mieux. En somme, le message clé qui ressort de ce témoignage, c'est que la résilience, ce n'est pas l'absence de galères, mais c'est la capacité à les transformer en tremplin. Tout à fait. Les plus belles victoires, que ce soit dans le sport, en affaires ou dans nos vies, elles naissent souvent des moments les plus sombres. À condition, bien sûr, de trouver la force de continuer à pousser, à agir, même quand l'espoir est mince. La vraie force, c'est peut-être ce refus de la défaite finale. C'est ça. Cette conviction intime qu'une issue favorable est toujours possible tant qu'on reste en mouvement, tant qu'on continue d'essayer. C'est une perspective assez énergisante, finalement, sur l'adversité. Pour conclure, quelle réflexion ou quelle question cette exploration pourrait nous laisser? Peut-être celle-ci, qui est suggérée à la fin du texte. Et si on décidait chacun d'appliquer consciemment cette pression offensive constante, cet état d'esprit du rien à perdre, ne serait-ce que sur un seul défi spécifique dans notre vie, là, maintenant. Un petit truc ou un grand projet. Au-delà de chercher un résultat précis, qu'est-ce que ça pourrait révéler en nous? Quelles ressources? Quelles capacités insoupçonnées? Comment est-ce que cette approche, en elle-même, pourrait changer la dynamique d'une situation qui nous semble bloquée? Une piste de réflexion intéressante pour terminer notre analyse. Merci pour cette plongée dans l'esprit de Madrid. Merci à toi.